Alors, toujours dans les gabarits, un gabarit pour chantourner des longs pieds à la toupie. Donc, un gabarit pour chantourner, pour faire des pieds courbes, on va dire. Hein. Un gabarit pour faire des pieds courbes à la toupie. Voilà. Alors, celui-ci, je l'ai utilisé pour faire alors les commodes, je vais vous montrer les photos, et puis aussi un meuble avec des traverses courbes et des pieds courbes. Donc, je vais aussi vous montrer les photos. Voilà. Ces deux meubles-là, ils ont des pieds qui ont en fait une section particulière. J'ai honteusement recopié ce que fabrique Zeloco. Donc c'est Boris Bolland, que vous retrouverez entre autres sur le site L'Air du Bois. Et je me suis donc inspiré de ce que lui il fait pour fabriquer ces meubles-là. J'ai donc fabriqué ce gabarit pour faire les pieds. Donc pourquoi je voulais vous parler de ce gabarit-là? Parce qu'il a des fonctions qui sont importantes quand on fabrique un gabarit, et notamment quand on fabrique un gabarit qu'on va utiliser avec une toupie. Donc première chose, il y a une butée de chaque côté, une là et une là, pour que le pied ne puisse pas s'en aller comme ça. Alors il est trop court celui-ci, mais en gros, voilà, on vient le positionner là. Puis bien sûr en bas, c'est là. En tout cas, il ne peut plus bouger. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, les morceaux de bois qui sont là servent à faire en sorte que le pied ne puisse pas reculer. Les sauterelles permettent de verrouiller de façon à ce qu'il ne puisse plus du tout bouger. Ensuite, le roulement du rouleau à calibrer vient s'appuyer sur le champ qui est là et il vient donc enlever toute la partie qui dépasse. Autre point important, je vous rappelle qu'il est interdit, pour des raisons de sécurité, de tenir le gabarit par les sauterelles. Les sauterelles servent à maintenir la pièce et la poignée de la sauterelle ne sert qu'à verrouiller la sauterelle. Elle ne sert pas à tenir le gabarit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je viens positionner ma pièce, je verrouille mes deux sauterelles, voilà. Et une fois que mes deux sauterelles sont verrouillées, je ne les touche plus. Je viens tenir mon gabarit par des poignées qui sont faites pour. Là, en l'occurrence, c'est deux morceaux de manche, de marteau, de récup. Donc sur ce point-là, il faut être très vigilant. Parce que si vous tenez le gabarit par les sauterelles, vous risquez de les déverrouiller ou de les desserrer. Si vous les desserrez, le gabarit peut vous échapper et en plus de ça, la pièce peut être rejetée. Donc c'est un assez gros danger. Donc interdit de tenir le gabarit par les sauterelles. Celui-ci, il a été réalisé donc dans une plaque de contreplaqué de 15 mm. Deux points importants quand vous faites un gabarit. Premier point, là vous voyez par exemple que pour fixer cette cale-là, j'utilise des vis. Et ces vis-là, il ne faut pas qu'elles dépassent de l'autre côté. Sinon, vous risquez de rayer votre table de toupie ou de défonceuse ou ce que vous voulez. Donc, première chose. Et ensuite, deuxième chose, si vous fixez des vis par en dessous, et c'est souvent le cas, ici et là, donc si vous fixez vos vis par en dessous, noyez les têtes de vis. Hein, vous voyez que là, elles sont noyées, mes têtes de vis. Donc ça, c'est deux points importants. Pas grand-chose de plus à dire. Un truc important quand même. Souvent, les pièces sont trop épaisse par rapport à la capacité de la sauterelle. Donc on est obligé de surélever la sauterelle avec des cales en bois comme ça. Donc ça aussi, il faut y penser quand on fabrique son gabarit. Le même style de gabarit, mais en plus petit. Donc celui-ci, il sert à faire ce genre de pièces. Tac. Et j'ai mes poignées. Donc butée de positionnement là, là et là. Mes sauterelles, les sauterelles ne tiennent pas dans le MDF. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu fixer des vis par en dessous. Vous voyez que les têtes sont noyées, c'est important. Pour avoir des cales en bois massif qui sont beaucoup plus solides. Et ensuite, j'ai vissé les sauterelles dans le bois massif. Et là, j'ai quelque chose qui tient. Pourquoi j'ai pris du MDF? Parce que j'avais plus de contreplaqué sous la main. Mais moi, je préfère le contreplaqué. Donc ce gabarit-là m'a servi à tracer la pièce, la dégrossir à la scie à ruban. Et ensuite, venir usiner avec le bouffetou ma courbe. Donc un coup de rouleau à calibrer. Alors, autre utilisation des gabarits. Ça, c'est un gabarit pour faire les tenons pas tout à fait droit. J'ai une traverse là qui vient coulisser comme ça, et une fois que mon réglage est fait, je serre et toute ma série de pièces sera usinée avec le même angle. Donc ce gabarit là n'a pas de poignée parce qu'il vient se fixer avec un serre-joint sur la table à tenonner de la toupie. Donc rien de très compliqué. Une petite cale ici pour les pièces longues pour les maintenir ici, pour pas qu'elles risquent de bouger parce qu'il y a un gros bras de levier par rapport aux sauterelles qui sont à l'autre bout. Les sauterelles ici pour maintenir la pièce de chaque côté. Donc c'est fait déjà pour des pièces assez larges. Si j'ai des pièces moins larges, j'avancerai un petit peu cette pièce là. Le point important, c'est quoi? Le point important, il est là le point important. Donc toujours faire en sorte de noyer tout ce qui peut dépasser de l'autre côté pour pas que ça vienne frotter sur la table de la toupie. Donc ça c'était pour ces pièces-là sur lesquelles on voit facilement que le tenon n'est pas du tout en angle droit. La joue du tenon n'est pas en angle droit par rapport à la pile. Il y avait celui-ci aussi
Alors sur celui-ci, il y avait les sauterelles ici, donc là je les ai enlevées parce que j'en ai pas 50 000 paires, donc il faut que je les bouge d'un gabarit à l'autre. Celui-ci, il servait donc à faire les tenons que vous voyez ici. Donc il a servi à ça. Et là, le tenon, là, il n'est pas en angle droit, il n'est pas dans le prolongement de la pièce, il y a un angle ici. Il n'est également pas en angle droit ici, d'où l'intérêt de tout ça. Voilà pour les gabarits un peu bizarres d'usinage à la toupie, mais vous voyez qu'il y a une grosse variété de gabarits qui est possible. On n'en fera jamais le tour parce que c'est un petit peu les différents gabarits qui permettent de faire les différentes pièces qu'on imagine. Donc c'est un peu infini. Et enfin, 3 derniers types de gabarits. Alors ça, c'est un gabarit qui sert à faire une courbe relativement simple. Là où c'est intéressant, c'est que ce gabarit-là sert à faire ce qu'on appelle du fraisage complémentaire. Ça signifie qu'on va venir usiner 2 courbes qui sont l'une en face de l'autre avec un jeu de bagues à copier et de fraises de diamètre défini, de manière à faire en sorte qu'on n'a pas de différence entre nos 2 courbes et qu'elles viennent se plaquer parfaitement. Mais je pense qu'on ne va pas rentrer beaucoup dans le détail pour celui-ci. On fera une vidéo spécifique sur le fraisage complémentaire, de façon à ce qu'on comprenne bien de quoi il retourne. Ça, c'est un gabarit de section. Donc c'est la section des pièces de bois qui constitue l'assise d'un tabouret. Pas grand chose à dire dessus. Disons que par rapport aux autres qui fonctionnent sur la surface, celui-ci fonctionne sur la section, donc c'est intéressant de le voir. Je vous mets quelques photos du tabouret, vous allez comprendre l'utilité de ce truc-là. Et enfin, je voulais vous présenter celui-ci parce que vous verrez que les gabarits, vous pouvez les acheter, que très souvent, c'est très cher pour ce que c'est, voire même c'est hors de prix. Alors, je pense que c'est parce que ce sont des utilisations spécifiques et que les fabricants lancent des séries de pièces qui sont relativement petites. Donc, ils sont obligés de vendre des pièces assez chères par rapport à ce que nous, on voit que ça comporte comme matériaux et comme usinage. Et du coup, ça revient cher à la pièce. C'est la raison pour laquelle, sur ces gabarits-là, moi, je préfère les faire moi-même. Je voulais donc vous montrer celui-ci. Celui-ci, c'est un gabarit qui sert à assembler 2 plans de travail. Donc les 2 plans de travail viennent comme ça. Ici, on a la ligne médiane, un plan de travail de chaque côté. On vient les plaquer comme ça. 2 plans viennent de chaque côté comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, on prend une bague à copier et on vient usiner cette espèce de forme en altère là. Et quand cette forme en altère est usinée, on vient y mettre une quincaillerie qui vient resserrer nos 2 plans de travail l'un contre l'autre. Pourquoi je vous montre celui-ci? Parce que si vous cherchez à acheter ce genre de gabarit, vous verrez que c'est assez onéreux pour ce que c'est. Je crois que le minimum où on trouve ça, c'est à peu près 100 à 150 € si on va sur des marques un peu sérieuses. Et ça peut très vite monter parce que c'est destiné à des agenceurs professionnels. C'est pas très compliqué à faire, parce que vous voyez que les formes sont relativement géométriques. Les ronds sont usinés à la scie cloche et ensuite les lignes droites, c'est un coup de défonceuse sur une règle. Donc c'est facile à usiner et ça coûte juste le prix de la planche de contreplaqué que vous voyez là. En plus de ça, à moins que vous soyez agenceur professionnel, les plans de travail, quand vous en aurez assemblé ensemble, pas, allez, on va dire 3 paires dans la maison, à mon avis, vous serez à fond. Vous aurez fait les 2 salles de bain et la cuisine, quoi. Coût, intérêt de l'acheter, c'est moyen au niveau de la rentabilité. Alors qu'en le fabriquant soi-même, ça ne nécessite pas une grande précision et ça vous fait économiser des sous. Voilà pourquoi je voulais vous présenter ce gabarit-là. Alors en conclusion, on est loin d'avoir fait le tour de tous les gabarits qui existent. Déjà, on n'a pas fait le tour de tous ceux de l'atelier, il y en a tout plein encore contre le mur là-bas. Mais je voulais simplement qu'on puisse balayer un petit peu les types de gabarits qui existent. Je ferai une vidéo particulière sur certains d'entre eux. Il y a déjà une vidéo qui existe sur celui des queues d'aronde. Je ferai une vidéo particulière sur les gabarits qui servent à faire du fraisage complémentaire. C'est pas tant le gabarit qui est important dans cette situation, c'est plutôt le fraisage complémentaire en lui-même et la méthode du fraisage complémentaire, il faut bien comprendre. Mais ça nous permet quand même d'avoir un petit peu une idée de ce qui existe et de ce qu'on peut faire avec des gabarits, et puis de se mettre dans la tête les grandes notions des gabarits. Un dernier point sur lequel je vais insister vraiment, parce que c'est très important, quels que soient les gabarits que vous allez faire, 9 fois sur 10, vous vous appuyez toujours sur le champ, là. Donc le champ qui est là, il faut toujours qu'il ait un très bon état de surface. C'est la raison pour laquelle j'évite généralement de faire des gabarits en OSB, parce que l'OSB, souvent, il présente un état de surface une fois qu'il a été usiné. Sur les champs, c'est pas terrible, quoi. Du coup, on a une espèce de petits creux, des petites bosses, et ça fait que nos pièces, à la fin, on a un gros travail de ponçage. Souvent, ce que je fais, c'est que je passe un petit coup de paraffine sur les champs. Ça permet à l'outil, même si c'est un roulement, de mieux glisser, et puis ça absorbe un petit peu les différences de niveau. Pareil, si vous faites des gabarits en MDF, n'hésitez pas à passer un coup de vitrificateur sur le champ, une fois qu'il a été usiné,
Et ensuite, vous y passez un coup de ponçage. Vous imbibez bien avec du vitrificateur. Vous attendez que ce soit sec et vous passez un coup de ponçage dessus. Ça vous fera un champ qui va durer plus longtemps. Ça va le durcir et ça évitera qu'il finisse par se modifier avec les séries d'usinage que vous pouvez faire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les gabarits. Même si c'est loin d'être complet, ça permet déjà de dégrossir un petit peu le sujet. Je vous remercie de continuer à suivre la chaîne et puis je vous dis à la prochaine.